Salut! Alors dans ce nouveau marché parlé, je vais essayer de me livrer un exercice qui est pas évident. Je vais essayer de partager avec toi des leçons de vie qui m'ont en fait permis de construire mon Power Photo. Alors si tu tombes sur ma chaîne pour la première fois, sache que sur cette chaîne donc on parle de développer son Power Photo, c'est-à-dire ce que j'appelle un mix de Power Photo. C'est en fait un ensemble qui comprend aussi bien bien sûr de la technique photo, de la culture photo, de la culture de l'entrepreneuriat et bien sûr une dose de développement personnel. Parce qu'effectivement, vouloir s'approprier ce médium, qui est un outil d'expression bien sûr, c'est forcément chercher à aller au-delà de sa zone de confort habituelle, c'est-à-dire l'étendre, pour atteindre le next level. Alors justement donc, je vais essayer de partager avec toi un petit peu mes leçons de vie qui en fait m'ont permis d'évoluer dans mon point de vue, d'étendre ma zone de confort. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est que tu comprennes pourquoi je tiens certains propos parfois, pourquoi j'ai tel type d'idée, tel type de vision sur la pratique photo. Alors je vais éviter que ça ressemble de trop à un 3615 My Life. Donc succinctement, je vais dans un premier temps, pendant une minute, retracer grosso modo à grands traits mon parcours. Donc au tout début des années 90, eh bien j'ai fait une formation dans l'imprimerie, dans le pré-presse pour être précis. À l'époque on appelait ça la photocomposition, parce qu'en fait on photographiait, je vais y arriver, à l'aide d'un banc de reproduction toutes les maquettes, les mises en page, etc. qu'on réalisait. Et voilà. Donc à l'issue de ça, j'ai fait mon service national, où j'ai fait un volontariat service dans l'outre-mer, ce qui est quand même assez drôle pour quelqu'un qui voulait pas faire son service à la base. Et donc je me suis retrouvé au Sénégal. Au retour du Sénégal, donc une fois de retour en France, j'ai cherché du boulot dans l'imprimerie. Bon, j'ai fait 2-3 bricoles, travaillé dans une imprimerie sur Épinal notamment. Puis à l'issue de ça, j'ai décidé de m'engager. Je voulais m'engager pendant 2-3 ans, en fait le temps de mettre un peu de sous de côté, de passer le permis, etc. etc. Mais ces 3 ans se sont transformés en 15 ans. Et la principale raison, c'est qu'en fait, le hasard a voulu qu'on me demande en fait de pratiquer mon métier dans l'armée. Et voilà. Et donc j'étais dans une cellule audiovisuelle qui est devenue après une cellule communication. Et voilà. Donc à l'issue de ça, donc j'ai fait ma reconversion dans une maison d'édition. Maison d'édition que j'avais connue parce que par exemple, j'avais piloté un projet de réalisation de livres du régiment qui était plateforme de garnison. Régiment auquel j'étais rattaché en fait. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentré en contact avec ces gens-là. À l'issue, c'est là que je me suis mis en auto-entrepreneur, ce que certains appellent en freelance. Moi, je préfère le terme solo-entrepreneur. Pendant à peu près pratiquement 2 ans. Après, donc, j'ai travaillé dans une boutique photo. Et au bout de 2 ans, malheureusement, la boîte a été placée en liquidation judiciaire. À l'issue de ça, donc, de nouveau, j'étais auto-entrepreneur. Pendant à peu près 1 an, pratiquement 2 ans aussi. J'ai retravaillé dans une autre boutique photo qui faisait pas mal de prises de vue, tout ça, notamment de la prise de vue scolaire. Et donc, à l'issue de ça, j'ai pris... c'est ça qui est un petit peu à l'origine, mais je t'expliquerai ça en détail, la création de cette chaîne. Donc actuellement, je suis toujours micro-entrepreneur. En parallèle, j'ai aussi un job plus alimentaire. Et comme ça me permet d'avoir un certain confort matériel, puisque je viens d'avoir un enfant, comme tu sais, qui me permet justement de développer cette chaîne sereinement. Et les projets annexes qui en découlent. Alors, bon, je te raconte tout ça, c'est pas pour te raconter ma vie, mais ce que je veux t'amener à réaliser, c'est que, parfois le parcours, il n'est pas aussi simple que ça. Alors, la première leçon de vie que j'ai envie de partager avec toi, c'est qu'en fait, pendant ces 15 ans d'armée, que je ne regrette pas, parce que c'est ça qui m'a permis de développer toute une série, tout un panel de compétences diverses et variées, dont notamment la prise de vue.
Eh bien, en fin de compte, tout ce que j'ai fait avec l'armée, dans la cellule communication, eh bien, ça a un peu été donner de la confiture à des cochons, hein, parce que parfois, je l'ai fait, j'allais dire, malgré les gens qui me commandaient. Ça peut paraître bizarre, mais il y a tout un tas de choses. Je me suis vraiment battu. Aujourd'hui, je me demande même pourquoi je me suis autant impliqué personnellement. Voilà, pour imposer la vision que j'avais, dont j'étais sûr que c'était la bonne. Alors ça peut paraître prétentieux, mais en fait c'est tout simplement normal parce que j'étais le seul en fait vraiment qualifié. J'étais vraiment le seul issu. Je glisse. J'étais le seul issu en fin de compte du monde de la chaîne graphique. Bon, aujourd'hui je dirais plutôt la chaîne de l'image. Et voilà, donc forcément j'avais une autre conscience, une autre vision, une autre culture de la chose. Et limite toutes les choses que j'ai fait, je les ai imposées. Même si après coup, une fois que c'était en place, il était hors de question pour le commandement de faire marche arrière. Enfin voilà, donc tout ça pour dire que même quand t'es plein de bonnes intentions, que tu veux aller de l'avant, que tu veux faire évoluer les choses, tu dois quand même faire face à une force d'inertie en face de toi. Voilà, il faut savoir être patient, hein. Moi, par exemple, le fait qu'à un moment donné on rebaptise la cellule com, pour moi c'était une évidence, mais cette idée qui peut paraître une idée toute bête, mais en fait ça a son importance, d'avoir le bon nom approprié à notre mission. Eh bien j'en ai parlé pendant peut-être 3-4 ans, tu vois. Et bien sûr, une fois qu'on s'est rebaptisé Cellule.com, tout le monde se demandait pourquoi avant on s'appelait pas ainsi. Je te prends un tout petit exemple, hein, comme ça. Alors la deuxième leçon de vie que je voudrais partager avec toi, ça découle de mon expérience de ma reconversion donc dans cette fameuse maison d'édition, c'est que parfois, tu sais, on peut se laisser impressionner par la façade que veulent afficher certaines sociétés classiques. Mais il faut se rendre compte que même les sociétés qui semblent le plus établies, bon en l'occurrence là il s'agissait d'une maison d'édition qui avait 130 et quelques années d'existence, mais pour autant, lorsque j'étais en reconversion au sein de cette maison d'édition en 2009, je crois, ouais, eh bien, je me suis aperçu que ils savaient pas toujours ce qu'ils faisaient en fait, et le personnel qui constituait cette maison d'édition, c'était pas nécessairement des gens passionnés par les métiers du livre et qui avaient une culture justement du livre très développée. La plupart des collaborateurs, en fait, c'était des gens qui avaient un peu atterri là par hasard, mais comme dans beaucoup de boîtes en fait, hein. Et non pas qu'ils étaient pas compétents ni qualifiés, hein, mais bon voilà, c'était un peu alimentaire. Ils se trouvaient là comme ils auraient pu se trouver dans une imprimerie classique, etc. Par exemple, moi, lorsque je suis arrivé dans cette maison d'édition, le directeur des collections m'a dit, tu sais, nous ici, on est des pionniers du web et tout, machin, et tout, on vend sur le web. Bon, alors moi, bon, j'avais une certaine pratique de l'internet déjà à cette époque-là, et bon, donc bien sûr, très naturellement, ils m'ont demandé d'y jeter un œil. Et je me suis aperçu que par exemple, les boutiques de marketplace qu'ils avaient par exemple sur eBay, ne portaient même pas leur nom à eux. Bon, tu vois, pour moi c'était absurde. En plus c'était une maison d'édition spécialisée c'est une maison d'édition parce qu'elle existe toujours, spécialisée dans un marché de niche, lié un peu au terroir français, enfin à notre identité, à notre culture tout au moins. Et en fait ils avaient choisi un nom de boutique anglophone. Bon, tu vois, c'était un non-sens total. Et là aussi il a fallu que je leur explique pourquoi. C'était peut-être une bonne idée de rebaptiser leur boutique photo de leur propre nom, si tu veux. Un autre exemple aussi. Donc effectivement, ça faisait une dizaine d'années déjà à l'époque, plus ou moins 10 ans, qu'ils vendaient déjà sur le web, via leur propre boutique, leur propre site, etc. Donc ils avaient collecté une grande base de données, une grande collection de mails, d'adresses mail. Mais de ça, ils n'en faisaient rien. Ah, pour moi aussi, c'était absurde. Moi, j'ai aucune qualification, je me reconnaissais, aucune qualification au sens classique du terme en France, c'est-à-dire validée par un diplôme de l'éducation nationale. Mais il me semblait évident que ça servait à rien d'avoir 20 000 mails si tu n'envoies pas une newsletter avec une offre commerciale, tu vois. Donc ça, je l'ai mis en œuvre.
Et d'ailleurs, une fois que j'ai quitté la maison d'édition, le plus drôle, c'est que bien sûr, moi je m'étais moi-même abonné à cette newsletter pour voir, hein, pour vérifier le fonctionnement, tout ça, pour m'assurer du fonctionnement. Et depuis, j'ai n'ai rien reçu. Alors, je pense qu'en fait, tu vois, pour autant, ils n'ont pas poursuivi l'expérience. Alors que je faisais un mail comme ça toutes les semaines et on avait des ventes, évidemment. Enfin voilà, tout ça pour te dire que il faut prendre une certaine distance par rapport au discours que peuvent te tenir certaines personnes, et surtout quand ils insistent bien, ouais, nous on est des pros, nous on est machin, plus la personne te dit ça, plus, tu vois, enfin moi aujourd'hui, plus on me dit ça, plus j'ai tendance à être méfiant, quoi. Donc voilà. La troisième leçon de vie que je voulais partager avec toi, bon, en fait c'est donc à l'issue de ma reconversion. Donc là, mon but, moi, si tu veux, quand j'ai quitté l'armée, c'était de travailler en freelance, parce que ça me semblait comme étant la suite logique de mon parcours, de chercher à travailler en solo et puis de vendre en fait mon expertise, puisque par le fait que je travaillais dans une cellule de communication interne, j'avais une expérience terrain certaine. Et puis j'étais assez polyvalent sur l'ensemble du processus de création d'un visuel. Donc que ce soit de la mise en page, enfin de la recherche en amont de ce qui est pertinent de faire, de la conception, de la réalisation du support de communication, donc alliant prise de vue et création graphique, ainsi que négociation avec des prestataires, etc. Et bien sûr, je me suis vite confronté donc à cet effet de réalité, en fait, qui m'a permis de me rendre compte que, contrairement à ce que je pensais, j'étais très impréparé, parce qu'il suffit pas d'être compétent techniquement, d'avoir une expertise, pour que, comme par magie, ça roule tout seul. Hein, quand tu cherches à monétiser tes compétences, quand tu cherches à développer ton propre business, tu te rends compte que c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce que je devais faire, c'était en fait quelque part tuer le technicien pour laisser émerger l'entrepreneur. Parce qu'en fait, même si tu es solo entrepreneur, tu es en fait entrepreneur. Et tu dois développer des compétences, des savoir-être, des savoir-faire liés à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, souvent je t'en ai déjà parlé, mais effectivement, tu te rends vite compte de ça, c'est lorsque tu cherches au départ de la création de ton activité, la mise en œuvre, la mise en place de ton activité, développer ta première grille tarifaire. Donc ça c'est indispensable. Et tu te rends vite compte qu'en fin de compte, un petit peu t'essaies le repère. Eh bien c'est de regarder un peu ce que font tes concurrents entre guillemets, et puis un peu copier en fait. Et tu te dis ouais c'est un peu léger quand même comme base, parce que je comprends pas pourquoi. Aussi sûr et certain que quand je propose des solutions techniques, je maîtrise tout ce qui est en amont, je maîtrise le pourquoi, mais là d'un point de vue commercial, je me rendais compte que non, je maîtrisais pas quoi. Et donc je me suis rendu compte bien sûr qu'il fallait que j'acquière des compétences là-dessus. Alors je parle de compétences terrain, hein, ça des bouquins sur la création d'activités, de développement d'activités en solo, ça t'en as des tonnes, hein. Mais l'expérience pragmatique du terrain, c'est pas évident d'avoir des ressources là-dessus. Hein. Alors c'est aussi là que je me suis rendu compte, et bien sûr, que là aussi c'est un rêve un petit peu, enfin c'est un rêve. C'est un rêve dont on entend souvent parler, de dire ouais, travailler en solo depuis chez soi, c'est le pied, c'est machin, c'est bidule. Mais ce qu'on se rend pas compte, c'est que de travailler en solo chez soi, ça demande une autodiscipline, une volonté de faire 100 fois plus développée qu'en fin de compte lorsque tu travailles comme salarié au sein d'une entreprise, où là malgré tout tu as un cadre. Et là ça demande une autodiscipline lorsque tu travailles depuis chez toi, qui est quand même très importante. Et puis il faut enfin, on néglige l'aspect un petit peu mental de la chose. C'est qu'il faut vraiment avoir une hygiène mentale très importante, hein, parce que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitulait Guide de survie du photographe freelance. Ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que lorsque tu passes de salarié dans une entreprise à solopreneur, on ne prend pas assez en compte que, j'allais dire, ton environnement, ta vie sociale est divisée par 10, par 20, par 50, hein, sans problème. Hein.
Là où avant, moi, dans une cellule communication liée à un régiment plateforme de garnison, je côtoyais 100, 200, 300 personnes dans la journée sans aucun problème. Là, en travaillant à la maison, je me suis rendu compte que je côtoyais plus que 10 personnes à tout casser, hein, dans les heures de pointe. Donc voilà, faut s'y préparer. Alors, la quatrième expérience de vie, eh bien, c'est qu'en fait, je me suis aperçu que non seulement il fallait tuer le technicien pour laisser émerger l'entrepreneur, mais en fait, pour exister et pour survivre en tant que solo entrepreneur, en fait, il faut devenir un entrepreneur alpha. Alors, ce que j'appelle un entrepreneur alpha, c'est en fait quelqu'un qui a mené quand même un sérieux travail sur lui-même, qui est sûr de la valeur qu'il propose à ses prospects, à ses clients, et qui a aussi toute une agilité technique, une agilité commerciale, une agilité sociale, qui va lui permettre d'avoir une visibilité et une lisibilité. Ça, c'est très important. Par exemple, lorsqu'on démarre, eh bien, on est prêt à faire tout et n'importe quoi. On est prêt à faire tout et n'importe quoi parce qu'on est contacté par tout un tas de monde. Certains te vendent du rêve. Je pense notamment à ce qu'on appelle les agences de communication, les agences de pub, qui en fait pour 95%, même plus que ça, de ces fameuses agences non d'agences de pub ou de communication que le nom. En fait, c'est simplement des boîtes qui la plupart du temps proposent à des prospects de leur acheter des espaces publicitaires sur des plaquettes qui seront distribués sur une zone géographique ou un secteur d'activité donné. Enfin bref, c'est des coquilles vides en fait. Et voilà, par exemple, donc tu vois, faut éviter de tomber dans le panneau. Donc faut devenir un entrepreneur alpha. Éviter de, par exemple, si toi tu veux te spécialiser par exemple dans la photo de portrait, tu vas être contacté immanquablement par tout un tas de gens pour te proposer de filmer, par exemple, un événement à l'entreprise. Pourquoi? Parce que tu as une de tes connaissances qui aura voulu bien faire et qui aura parlé de toi. Sauf que c'est pas ton créneau, t'es loin d'être qualifié pour faire ce genre de prestation. Bon, en gros, tu connais rien ou presque. Et puis voilà. Mais c'est pas, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas intéressant de développer tout un tas de partenariats. Enfin, tout un tas d'opportunités qui viennent à toi, parce qu'en fait, de toute façon, c'est des choses qui vont mener nulle part. C'est pas des créneaux dans lesquels tu veux te spécialiser. C'est même pas des créneaux qui t'intéressent a priori. C'est pas des créneaux dans lesquels tu es qualifié. C'est pas du tout des partenaires, des partenariats commerciaux que tu as envie de développer sur même le moyen terme, je dirais. Et en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que pour devenir un entrepreneur alpha, il faut comprendre qu'en fait, tu passes plus de temps en fait à dire non à des sollicitations, parce que ça mène nulle part. Ça va plutôt te disperser, et puis tu vas en fait déployer de l'énergie pour rien, parce qu'encore une fois, t'as pas l'intention de cultiver ce partenariat, même sur le moyen terme. Donc en fait, c'est un peu contre-intuitif, mais il faut apprendre à dire non en fait à tout un tas de conneries qui viennent à toi. Alors une autre leçon de vie que j'ai oubliée là juste avant en fin de compte de rentrer dans cette boutique photo en tant que salarié. Eh bien en tant qu'auto-entrepreneur, donc je m'étais aperçu que c'était pas évident en fin de compte. Quand tu aimes ce que tu fais, t'es pas ton meilleur vendeur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que par hasard, en fin de compte, je me suis trouvé un terrain de jeu où j'ai pu expérimenter la vente. En fait, à la maison, j'avais à peu près, déjà à l'époque, j'avais déjà beaucoup d'objectifs, hein, j'en avais peut-être une trentaine. Et bien sûr, sur ces 30, la loi de Pareto s'appliquait. Hein. Donc si tu me suis, tu sais que j'ai fait une vidéo sur la loi de Pareto appliquée à la photo. Et donc, bien sûr, sur cette trentaine d'objectifs, en réalité, grosso modo, j'en utilisais à peu près 4-5, tu vois. Le reste, j'utilisais pas. Alors, c'était des objectifs que, pour en bonne partie, j'avais acheté d'occasion. Et puis, il m'est venu l'idée, à un moment donné, un peu sous l'impulsion de ma compagne, de les revendre. Et voilà.
Et je pensais au départ que ça allait mettre du temps à partir, et en fin de compte, en une semaine, tout était parti. Et là, je me suis dit, tiens, mais en fait, en fin de compte, là où je croyais que il n'y avait pas trop de potentiel, a priori, il y a un créneau. Et donc, je me suis mis à développer, en essayant de le faire le plus sérieusement possible, donc cette activité-là d'achat et de revente de matériel d'occasion. C'est-à-dire que j'achetais sur le Bon Coin, sur eBay, du matériel photo que des particuliers proposaient à la vente. Je leur vendais donc en faisant une marge. Et en fait, ça, je me suis aperçu que j'arrivais très bien à le faire, même si à la base, je me reconnaissais spécialement pas grande expérience commerciale, hein. Mon expérience commerciale, en fait, c'est d'avoir, par exemple, quand j'étais ado, quand j'avais 17, 18 ans, juste avant que je parte à l'armée, j'ai aidé un bouquiniste parfois à mettre son stand en œuvre là sur des marchés. Voilà. Et puis, enfin voilà. Mais sinon, voilà, j'avais pas trop d'expérience dans la vente. Et je me suis aperçu qu'en fait, j'arrivais très bien à le faire. Tout simplement parce que j'avais pas d'affect émotionnel, tu vois. À l'inverse, lorsque tu vends tes prestations photo et ou tes prestations d'infographiste, par exemple, comme tu aimes ton travail, ou voire même t'es passionné, comme moi c'était le cas, par ton travail, et bien t'as une application émotionnelle et t'as, voilà, quand en face de toi tu comprends que ton prospect il perçoit ton travail comme une marchandise, et il a raison, parce qu'en fait c'est ça, eh bien c'est assez difficile pour toi de négocier en fait, de te vendre au juste prix. Alors que lorsque tu vends quelque chose dans lequel tu n'as pas d'implication émotionnelle, où tu vois même ça comme un jeu, et bien en fait très vite tu t'apprends un petit peu de tes erreurs, tu te formes, tu vois tout de suite ce qui marche pas. T'as un juste recul en fait. Et ça m'a frappé ça. Et non seulement ça marchait bien, à la limite je dégageais plus de chiffre d'affaires en faisant ça. C'est pas à la limite, c'est je dégageais plus de chiffre d'affaires en vendant du matériel d'occasion qu'en vendant mes prestations, tu vois. Déjà remise en cause, hein. Et je me suis dit tiens, je vais essayer d'appliquer cette logique à mes prestations photo, à mes prestations d'infographiste. Et tout de suite j'ai obtenu de meilleurs résultats. Et voilà, donc ça c'est une expérience que je voulais vraiment partager avec toi. Idéalement, pour te former en tant que solo entrepreneur, si tu veux monétiser tes compétences, moi je t'invite vivement justement à suivre ce parcours, c'est-à-dire tu t'improvises, excuse-moi du terme, vendeur de bonbons, vendeur de je sais pas quoi, hein, de ce que tu veux, et puis t'apprends. Et moi, lié à cette expérience-là, c'est là où j'ai vraiment compris les concepts justement de chiffre d'affaires, de trésorerie, de marge brute, de marge nette, de valeur du stock, etc., etc. La cinquième expérience de vie que j'aimerais partager avec toi, c'est lorsque je me suis retrouvé à travailler en boutique, dans une boutique photo. Alors pour moi, ça a été une sacrée expérience malgré tout, parce que c'est là que j'ai découvert un petit peu la façon dont fonctionne un commerce, en fin de compte, une boutique. Et c'est très instructif. Faut vraiment être dans le truc pour se rendre compte vraiment comment ils font pour générer de l'argent, pour un petit peu survivre malgré un petit peu toutes les charges, les taxes qui leur tombent un petit peu sur la figure, hein, aux entreprises, et notamment les petits commerces quelque part. Et comment tout ça fonctionne au quotidien. Donc pour moi ça a été une très grande expérience, en fait, que je recommande à tout le monde, parce que tu travailles dans une imprimerie, dans une industrie, dans tout ça, tout ce que l'on fait, même dans une association par exemple, à un moment donné, ça, une vocation commerciale. Une association, pour que elle puisse survivre, il faut qu'elle ait des sponsors par exemple. Donc il faut démarcher les sponsors, donc il faut les convaincre, il faut leur expliquer le projet de la sauce. Une association aussi, par exemple, tu vois, ça a besoin d'adhérents, ça a besoin de cotisations. Enfin bref, en fin de compte, tout a une vocation commerciale. Et nous en France, on est un peu fâchés avec ça. Alors qu'au contraire, si tu acceptes la chose, et puis tu cherches un petit peu à mettre à jour ton mindset à ce sujet, tu vas te rendre compte que tu peux très bien t'adapter en fait. Mais il faut simplement l'accepter. Alors au sein de cette boutique, j'ai mis en place par exemple les formations photo, parce que le patron il nous expliquait que
Le positionnement de la boîte, c'était en fait une boîte qui était censée être perçue par le client comme étant des spécialistes de la photo. Moi je lui disais mais bon aujourd'hui enfin on passe énormément de temps, enfin les gens viennent nous voir pour nous demander des conseils et donc il y a un besoin de formation, ils sont demandeurs et il faut mettre ça en place. Alors là aussi, tu vois, un peu comme à l'armée, au départ était totalement contre cette idée. Et puis moi vu que je croyais à cette idée et vu que je te l'avoue c'est un peu égoïste de ma part mais j'avais vraiment envie de le faire, eh bien je crois pendant 6-8 mois, j'ai dû le convaincre, tu vois. Chaque fois, je ramenais ça sur le sujet. Je ramenais ce sujet sur la table, pardon, pour faire une phrase en français. Et donc, à un moment donné, il a fini par accepter. J'ai assuré les premières formations. Alors après, bien sûr, comme en toute logique, comportement typiquement français, après, il parlait plus que de ça, quoi. Hein. À l'entendre, il aurait fallu que je fasse 10 formations, 10 sessions dans la journée, enfin. À la limite, d'ailleurs, ça m'aurait pas dérangé, mais bon. Il fallait développer le truc. Hein. Bon, et malheureusement, l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire. Alors, j'ai pas trop envie de tirer sur l'ambulance, j'ai pas trop envie de donner des leçons là-dessus. Je sais que c'est pas évident. Bon, moi, à mon avis, il aurait dû miser sur les tirages photos et sur justement la prise de vue, les formations. Mais lui, pour lui, avant tout, il était avant tout vendeur de matériel. Il faut savoir qu'en fait, les vendeurs de matériel photo se font des marges totalement ridicules. Hein. Nous, par exemple, on était malgré tout plus cher que Digit Photo. Même si nous, en plus, bien sûr, on expliquait... Enfin, voilà, on avait toute une action de conseil et de formation auprès de nos clients et de nos prospects. Mais on arrivait, malgré tout, à être plus cher que Digit Photo. Sachant qu'on se faisait des marges brutes, c'est-à-dire entre le prix dans lequel on avait par exemple, un appareil photo donné et le prix auquel on le vendait, c'était des marges de 5%. Hein. Donc c'était rien en fait. Et d'ailleurs, moi, dès que je suis rentré dans la boîte, vu qu'on avait accès aux chiffres via le logiciel de caisse, on avait les chiffres à N-1, etc., etc., par rapport au nombre de salariés, de collaborateurs, moi j'ai tout de suite compris. C'est terrible, hein, mais que la boîte, elle allait couler, quoi. Bon, alors moi j'avais accepté ce job, en fait. J'avais pris ce job parce qu'en fait, encore une fois, je voulais développer mes compétences, mon expérience en termes de vente. Et le mieux, c'était une expérience comme ça de terrain, concrète. Hein. Et j'ai tout de suite décelé qu'il y avait un problème, justement parce que juste avant, j'avais été auto-entrepreneur, donc, eh bien... comment dire, j'avais ce regard, c'est cette vision déjà économique qui avait évolué, et je voyais bien qu'en fait, je me demandais vraiment comment ils faisaient pour dégager la marge pour financer nos salaires, tu vois. Encore que c'est un peu réducteur, parce qu'avant de payer les salaires, le patron, il doit aussi faire face à tout un tas de charges. Voilà, nous, on était une boutique dans une galerie marchande. En fait, c'est une société qui avait plusieurs boutiques, mais la boutique à laquelle j'étais affecté, c'était une boutique dans une galerie marchande. Bon, faut savoir, c'est des loyers de 10 000 euros par mois, tu vois, quand même. Hein. Donc voilà. Donc là, licenciement économique. Donc bien sûr, opportunité de se relancer en solopreneur, fort de toutes mes expériences précédentes. Et puis là, j'ai un peu revécu en accéléré par toutes les phases par lesquelles j'étais passé précédemment. Mais bon, pareil aussi, je me suis bien éclaté, j'ai fait beaucoup plus de choses intéressantes, parce que, encore une fois, j'étais devenu peut-être plus pragmatique, tu vois. Par exemple, la première fois, lorsque je me suis lancé en solo, moi, idéalement, je me voyais collaborer avec des maisons d'édition pour mettre en page, réaliser des ouvrages, des livres d'art, etc. Et puis en fin de compte, t'es démarché, enfin tes clients en fait c'est des gens où ils veulent que tu leur fasses des cartes de visite ou un petit flyer ou une petite affiche, puis surtout il faut pas que ça coûte cher, ou un petit montage photo là sous Photoshop là, voilà. Et toi tu te dis mais tout ça pour ça, tu te dis mais non c'est pas pour ça que je me suis lancé en solo, encore une fois parce qu'il y a une implication émotionnelle. Et donc lorsque après ce licenciement économique je me suis relancé en solo, eh bien, j'avais un regard beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique. Et voilà, et c'est là où j'ai mis en œuvre mes premiers stands photos. Et
Et c'est là où j'ai compris comment on pouvait générer de l'argent comme ça. Encore une fois, j'avais ce rapport 80-20. J'avais compris qu'en fin de compte, mes revenus pouvaient être générés à 80% par une activité liée à la photo, mais dans lequel je m'éclatais pas. Enfin, c'était pas là où je m'exprimais le plus. Mais qu'à contrario, c'était ça qui me permettait de vivre. Et inversement, c'était aussi important d'avoir ces 20% d'activité photo où c'était un peu marginal par rapport à mon chiffre d'affaires, mais là je m'éclatais. Tu vois, cette notion de comprendre qu'à un moment donné, il faut créer un équilibre. Et il y a des activités qui te plaisent peut-être pas forcément de faire, des prestations qui t'intéressent peut-être pas forcément de faire, mais qui t'apportent ton gros du chiffre d'affaires, qui te permet de vivre et donc de survivre, enfin en tant qu'entrepreneur dans la photo. Et à l'inverse, je vais y arriver. Là, on est le matin. Là, j'expérimente le fait de faire une vidéo le matin. Donc, à l'inverse, il est aussi important d'avoir ces 20% de prestations photo qui représentent peut-être pas grand-chose au niveau chiffre d'affaires, mais qui te permettent de t'éclater, de t'épanouir, de progresser en photo. Voilà. Donc, lié à tout ça, j'ai encore cherché à aller de l'avant. Et par hasard, j'avais vu une offre d'emploi, enfin un studio photo qui cherchait un photographe. C'était un CDD de 3-4 mois. Et moi, j'avais vu ça comme une opportunité de me dire, tiens, pendant 3-4 mois, je vais apprendre d'eux. Et comme ça, je sortirai plus fort. Alors, effectivement, j'ai été pris. Alors, ce qui s'était bien gardé de me dire lors de l'entretien d'embauche, qu'en fait, c'est que c'était tout simplement des gros connards. Ça, tu remarques, en général, ils le disent pas trop. Hein. Et voilà. Mais bon, plutôt que de leur donner des noms d'oiseaux, j'ai envie de dire que c'était des gens très toxiques. Et le problème, c'est que quand tu es en CDD, si tu démissionnes, tu perds tous tes droits précédemment acquis en termes d'indemnité chômage. Et il se trouve que moi, à l'époque, j'avais encore ma maison qui n'était pas terminée de payer. Et je me disais, tiens, merde, il me reste même pas un an à payer. Et ça me ferait un peu chier de me trouver le bec dans l'eau. Donc pendant 3-4 mois j'ai serré les dents. Alors eux, je pense qu'ils avaient compris pourquoi j'étais là, c'est-à-dire me former tout ça. Enfin me former, m'améliorer, etc. Et eux, ils n'étaient pas du tout partageurs, et donc c'était un peu un jeu de chat et la souris. Et voilà. Alors ce que je retiens de cette expérience, alors oui, en fait, le fait de travailler dans ce studio, ça a été une leçon de vie, parce que en fait, pour la première fois, en fin de compte, d'un point de vue professionnel, je me retrouvais à côtoyer des gens hostiles à mon égard, machin. Alors moi, fort de mes 15 ans d'armée, je pensais avoir pris un petit peu une marge d'avance, dans le domaine, le fait de travailler avec des gens un peu difficiles. Et non, je me suis aperçu. En fait, il s'avère que moi, pendant mes 15 ans d'armée, j'ai côtoyé tout un tas de gens hyper enrichissants. Bon, il y avait quelques cons quand même. Mais franchement, comme on dit dans l'armée, j'ai eu le cul bordé de nouilles. Pareil que sur ma chaîne, il y a 100% de mecs. Donc bon, voilà. Je pense pas que je vais perdre d'abonnés parce que j'emploie cette expression. Et en fait, j'ai côtoyé des gens extrêmement intéressants, vraiment que je serais éternellement reconnaissant. Voilà. Mais donc, dans ce studio photo, voilà, c'était vraiment une ambiance professionnelle particulière. C'est vraiment la première fois de ma vie où je me levais le matin avec un peu une boule au ventre de me dire, tiens merde, faut que je retourne au boulot, etc. Mais en fait, pour moi, ça a été une leçon de vie, et j'ai envie de la partager avec toi, parce que ça m'a malgré tout appris tout un tas de choses. Ça m'a permis d'avoir une prise de conscience, de se dire, parce qu'à ce moment-là, ça faisait déjà 7-8 ans que j'avais quitté l'armée, de se dire tiens mais en fait qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, sous-entendu est-ce que je me vois comme ça moi travailler dans une boutique photo, alors un coup je sais pas la boutique elle ferme, voilà par exemple, attends je vais essayer de reformuler mon idée plus correctement. Donc cette expérience malgré tout m'a aidé à avoir toute une série de prises de conscience qui sont à l'origine de cette chaîne en fait. Parce que finalement, si je regardais rétrospectivement mon parcours, là, depuis que j'avais quitté l'armée à ce moment-là, ça faisait déjà 6-7 ans que j'avais quitté l'armée à peu près, je me rendais compte que finalement, pendant X années à l'armée, je me suis battu contre vents et marées pour faire des choses qui me semblaient logiques, cohérentes et légitimes de faire. Mais au final, la garnison a été dissoute. Donc tout ce que j'ai pu faire,
eh bien c'est passé à la trappe, enfin c'est passé au broyeur. Tout ce que j'ai pu faire et mettre en œuvre au sein de la première boutique photo dans laquelle j'ai travaillé, eh bien j'allais dire c'est parti aussi en fumée puisque la boîte a été placée en liquidation judiciaire. Là, cette autre boîte, cet autre studio photo où je travaillais, qui faisait pas mal de, je te dis, de prise de vue, de photos scolaires, etc. Bah, de toute façon, je voyais bien que ça allait être qu'une collaboration éphémère, c'était hors de question que j'y reste. Même si eux m'avaient proposé de me prendre en CDI. Alors ça, c'est un truc, ça m'a toujours, j'ai toujours pas compris parce que, je sais pas, j'avais pas l'air de leur convenir, mais pour autant, ils me proposaient d'être en CDI, tu vois. Et donc, je me suis dit, oui, mais ça, c'est pas constructif. Moi, en fait, finalement, dans tout mon parcours, j'ai toujours cherché à réaliser des projets intéressants, d'interagir avec des gens intéressants, et j'ai toujours dû me battre contre un petit peu la logique, enfin le bon sens par rapport à ça. Et je me suis dit, mais non, en fait, moi, ce que j'ai à faire, ce que j'ai envie de faire, ce qui me motive, eh bien, je peux concrétiser cette vision que en solo. Et c'est-à-dire pour mon compte. Et il faut que j'arrête de perdre mon temps en tant que salarié. Mais je me suis rendu compte qu'en gros, j'avais plus grand-chose à apprendre en tant que salarié, bah parce que justement, les boîtes ne font rien pour que tu évolues en fait. Hein. Le but du jeu, c'est que surtout tu lèves pas la tête, tu augmentes pas, tu sais, genre 10 € d'augmentation en haut de la fiche de paye. Hein. Et voilà quoi, hein, faut rester en bas quoi. Donc c'est cette expérience-là qui m'a amené à penser qu'en fait, fallait que je, comment dire, fallait que je change de logique, fallait que je change de vision sur le regard que j'avais sur ma vie professionnelle. Et donc, il fallait que je me concentre exclusivement sur le fait de développer mon business. Parce que dans ces cas-là, tu es propriétaire et responsable de tes actions. Mais ça veut aussi dire que tu récoltes 100% de la valeur que tu crées. Voilà, pendant des années, je te dis, à l'armée, j'aurais dû peut-être le dire, donc je suis une cellule de communication, mais ma principale mission, c'était vraiment, en fait, de m'occuper d'un magazine que j'ai fait vivre, où je faisais la mise en page, la couverture photo, je rédigeais pas mal d'articles, pas 100%, mais au moins 50%. J'avais mis en place une banque d'images que je faisais vivre également. Enfin, je menais tout un tas d'actions, quoi. Hein. Mais au final, tout ça, c'est parti en fumée, mais parce que je n'étais pas propriétaire du truc, tu vois. Alors que quand tu es solopreneur, même si ton activité, des fois, elle a des creux, mais tu es propriétaire de tes actions. Je sais pas, bah, par exemple, je sais pas, je me mets à faire des workshops. Alors, il y a des moments, ça va marcher, il y a des moments, ça va moins bien marcher, mais je reste propriétaire du truc. Et même si à un moment donné, je décide de mettre un petit peu en sommeil telle activité, par exemple les workshops ou les formations, je sais pas. Mais malgré tout, vu que je suis propriétaire du truc, rien ne m'empêche, un an plus tard, ou plus, moins, enfin, eh bien de ressortir le truc, tu vois, de sortir de son sommeil l'activité workshop ou l'activité formation, tu vois. Et donc c'est ça que j'ai compris à ce moment-là. Et puis surtout ce que j'ai bien compris suite à cette dernière expérience d'avoir travaillé dans une boutique photo, c'est qu'en fait depuis le début, en fin de compte, j'interagissais pas. Attends, je vais la refaire, je crois, parce que c'est moche. Hein. Donc ce que j'ai surtout compris dans cette boutique photo, dans cette dernière expérience, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que je m'étais jamais créé l'opportunité d'interagir avec les gens avec lesquels j'ai envie d'interagir a priori. Et puis surtout aussi de réaliser, de mettre en œuvre ce que j'ai envie de faire profondément. Tu vois, j'ai toujours attendu qu'on me choisisse un peu. Là, je voulais faire des formations dans ma première boutique photo. J'essayais de convaincre le patron jusqu'à ce que, effectivement, il soit converti à l'idée et qu'il me choisisse pour mettre en œuvre les formations. Et ainsi de suite. Tu vois, tout était sous cet angle-là. Dans la maison d'édition dans laquelle j'ai fait mon stage de reconversion, c'est pareil. J'ai eu différentes idées et je les ai converties à cette idée. Et après, j'ai attendu qu'ils me disent, bah, on te choisit toi pour mettre en œuvre
notre idée que toi à la base tu nous as soufflé à l'oreille, mais voilà. Et à un moment donné, je me suis dit ouais, mais attends, enfin, pourquoi je m'emmerde avec tout ça en fait aujourd'hui, lié à Internet, lié aux médias sociaux par exemple, je peux choisir de développer ma communauté et d'interagir avec les bonnes personnes. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, enfin, mais oui, mais en fait, j'aurais dû faire ma chaîne YouTube depuis bien longtemps. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est qu'en fait, tout au début, lorsque j'ai quitté l'armée, lorsque j'ai cherché à développer une première fois une activité en solo, et bien déjà à l'époque, j'aimais bien écouter tous les jours, dire me connecter d'un point de vue mindset, et bien avec des entrepreneurs qui partageaient leur expérience sur leur chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je me demande, mais alors qu'au même moment je suivais ces gens-là, pourquoi est-ce que je sais pas, j'ai pas fait la même chose en fait. Aujourd'hui, ça me paraît une évidence qui crève les yeux, mais bizarrement à l'époque, voilà. Alors la conclusion de tout ça, parce qu'après je vais te laisser là quand même, c'est qu'en fait la leçon de vie la leçon de vie globale que je retire de tout ça, c'est qu'il faut vraiment apprendre à se méfier de ce qu'on appelle le biais de narration de la société. Ce qu'on appelle le biais cognitif de la narration de la société, c'est qu'en fait, on est conditionné par tout un tas d'histoires. Quand je dis d'histoire, je parle pas d'histoire dans le sens analogie connerie, hein, mais histoire, tout un tas de discours. On nous dit par exemple, ouais, faut être le plus qualifié, le plus expérimenté, le plus pointu possible dans le domaine, dans ton domaine qui te plaît, et tu verras que bah forcément on reconnaîtra à un moment donné ta valeur, et bah du coup ça t'ouvrira des opportunités. Or aujourd'hui, force est de constater, particulièrement en France où il y a un immobilisme, où l'ascenseur social, alors il est cassé, il est en 1000 morceaux, rangé dans des caisses au 3e sous-sol. Ça, c'est une vision qui marche plus. Enfin, je suis désolé de le dire. Tu peux travailler dans une boîte, dans une imprimerie, dans une agence de com, dans ce que tu veux, dans un studio photo. Tu peux te former, tu peux chercher à t'auto-former, à faire un effort de formation volontaire, en prenant du temps sur tes temps libres, en investissant dans des formations, dans des livres, dans du matériel à titre perso. Mais aujourd'hui, le mode de fonctionnement des entreprises classiques en France fait que leur seule obsession, c'est de contenir la masse salariale. Donc tu n'auras jamais aucune opportunité comme ça. Et des biais comme ça de narration sociale, il y en a plein. Je te dis, moi en fait, j'ai buté sans arrêt sur ça. Le fait d'attendre qu'on me choisisse. C'est pour ça que j'avais fait cette vidéo où je te parlais du Choose Yourself, qui en fait, je trouve l'auteur de ce bouquin de Choose Yourself, donc je t'invite à voir cette vidéo si tu l'as pas vu, a très bien expliqué ce concept, qu'en fin de compte, il a très bien su mettre des mots sur quelque chose que l'on sait tous, que l'on a tous déjà constaté dans notre quotidien. Et je trouve que ça, c'est très vrai dans le monde de la photo. Je trouve qu'aujourd'hui, si tu veux aller de l'avant dans le monde de l'image, monétiser tes compétences, ou même te développer, ça va pas se faire via le mode salariat, si tu veux. Ça passe automatiquement par le fait d'être solo entrepreneur, d'être propriétaire de son parcours, d'être propriétaire de ses actions, d'être propriétaire de ses échecs, de ses réussites, et d'être propriétaire de ses clients, entre guillemets. Donc c'est vraiment cette leçon-là que j'en tire, c'est qu'en fait, les choses à faire sont totalement contre-intuitives par rapport aux normes de notre société. Et tu vois, aussi l'une des choses en fin de compte que j'aurais dû faire depuis le début que j'ai quitté l'armée, et en parallèle que j'expérimentais des pistes pour développer mon activité en solopreneur, d'entrée de jeu, je pense, j'aurais dû avoir un petit job alimentaire.
Alors ça, c'est quelque chose qui me révulsait à l'époque. Et alors qu'en fait, si j'aurais pu avoir ce petit complément financier, eh bien j'aurais pu continuer à aller de l'avant, à expérimenter, à développer ma clientèle, développer mes produits. Et aujourd'hui, je serais fort d'une expérience beaucoup plus riche, en fait. Et c'est ça que je dénonce quand je te dis méfie-toi du biais de narration sociétale, c'est qu'en fait, toi, ton but, à un moment donné, en tant que solo entrepreneur, c'est de te construire, c'est de te développer. Comme je dis toujours, l'important, c'est la personne que tu deviens. Aujourd'hui, le coût de possession, tout ça, enfin voilà, tu vois, c'est marginal. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je me suis vite rendu compte en cherchant à travailler en solopreneur que, en fait, ce qui compte, c'est pas tant ce que tu sais ou ce que tu ne sais pas faire. Puisque, par exemple, si tu te rends compte que t'es pas assez pointu techniquement sur tel aspect de ta pratique, photo par exemple, eh bien rien ne t'empêche de te former. Aujourd'hui, on est dans un monde d'abondance numérique. La connaissance, elle est disponible. Auparavant, avant ça, même si tu voulais te former, même si tu avais conscience qu'il fallait que tu t'améliores, que tu te formes dans un domaine, les ressources étaient rares. Il y avait déjà des livres, mais encore fallait-il identifier les bons livres. Encore fallait-il, voilà, aujourd'hui, je sais pas si tu cherches à développer ta pratique, tu veux faire de la photo portrait, et puis en gros tu connais rien. Par exemple, tu vas sur Amazon, tu lances la recherche, livre, photo, portrait, photographie, portrait. Tu rentres ces mots-clés là et tu vas tomber tu vas obtenir toute une série de résultats. Et via les notes, via les avis des gens qui ont précédemment acheté ces ouvrages, eh bien tu sauras quels sont les bons livres à acheter, tu vois. Et donc ça paraît pas, mais ça va te faire gagner un temps extrêmement précieux. Et tu vas gagner en efficacité. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est pas tant ce que tu sais ou ce que tu sais pas faire. La différence, c'est surtout la manière dont tu fais les choses. Et ça, pour moi, c'est très important de comprendre ça, tu vois. Aujourd'hui, dans la photo, on se focalise sur l'achat matériel. La plupart des magazines français photo se concentrent là-dessus. Ils te présentent le dernier objectif, le dernier boîtier. Bon, mais oui, non, mais ça, pour moi, ça c'est de l'ordre du détail en réalité. Pour moi, ce qui compte, c'est comment tu fais les choses. Quelles prestations tu mets en œuvre. Quel parcours client tu es capable d'offrir justement à tes clients. Comment tu communiques la valeur de ton travail, la valeur de ce que tu apportes, la valeur de ta prestation à tes clients. Ça, c'est central, tu vois. Derrière ça, le matériel, c'est un faux débat. Puisque aujourd'hui, tu t'achètes un boîtier, forcément, dans un an, il sera présenté comme obsolète. Même si aujourd'hui, c'est le boîtier tip-top, tu vois. Donc, pour ça que c'est un faux débat, tout ça. Donc, encore une fois, si, dès le départ, j'avais pris ce petit job que j'ai, ce job alimentaire, que j'ai actuellement, eh bien, j'aurais pu mener plus d'expériences. Et je serais aujourd'hui plus riche de la somme de ces expériences. Et donc je serais encore plus en mesure que je ne le suis actuellement de mettre en place des prestations de valeur perçue pour le client. Tu comprends? D'ailleurs, depuis que je fais ce job alimentaire, pour te dire, j'ai jamais fait autant de photos de ma vie. Alors c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, j'ai jamais fait autant de photos depuis que j'ai ce job alimentaire que par rapport à l'époque où je travaillais dans un studio photo. Tu vois? Ça pour te dire qu'il y a beaucoup de choses, en fait, c'est contre-intuitif. Donc je vais te laisser là-dessus. Écoute, si toi tu as des remarques, des avis, des appréciations, n'hésite pas à les partager. Tu vois, j'ai essayé un petit peu de me mettre à nu, parce que là ce que j'ai partagé avec toi c'est un petit peu perso, c'est un peu intime. Et encore une fois, le but c'est de t'encourager à aller de l'avant. Et malgré les épreuves, en fait, le mot-clé là-dedans c'est persévérance. Persévérance, croire en soi. Arrêter d'attendre qu'on nous choisisse, encore une fois, c'est très important ça. Et aller de l'avant. Alors si toi tu as des expériences aussi à partager, eh bien vas-y, fais-toi plaisir. Et voilà, et j'espère que tes contributions vont aider aussi les autres à se rassurer, à prendre confiance en eux, et aller de l'avant. Et donc à enrichir aussi le petit monde de la photo.
qui aujourd'hui est pour moi malade de tout un tas de faux experts. Faux experts, ils sont devenus faux aussi pour certains. Ils étaient des vrais experts avant, mais ils le sont devenus faux. Mais parce que ils sont restés dans le mindset, tu sais, du photographe des années 80. Tu sais, tu le reconnais toujours, il a toujours une putain de moustache là, avec une poche, tu sais, un gilet avec plein de poches, tu sais, comme s'il avait, comme si aujourd'hui il y avait encore la nécessité d'avoir une centaine de pellicules argentiques sur soi, tu vois. Voilà. Enfin, je veux aussi un petit peu taper sur la gueule des photographes, soi-disant photographes actuels. Là, alors ceux-là, tu les reconnais parce qu'ils se sentent obligés d'avoir une dégaine totalement négligée. Tu sais, style parisien. J'aime bien taper sur la gueule des parisiens, je sais pas pourquoi. Tu sais, style parigot, tu sais, mal rasé, faussement branché, tu sais, avec des jeans troués dans tous les sens, avec des maillots déformés. En général, noir-gris, tu vois, le maillot, hein, toujours. Puis bah, c'est ce genre de gars que des gens voient débarquer à leur mariage pour faire les photos, tu sais, ça fait vachement bien. Enfin voilà, bon écoute, je vais arrêter là, je vais arrêter de raconter mes conneries. N'hésite pas à liker, à disliker. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, grosse bise à toi, fais de belles photos et à bientôt. Tchuss.